forment le nombre 666. C'est en effet une théorie créée. Quoi? Ils ont fait une théorie? Ils ont dit que c'était vrai. Ils ont dit il représente le chien de l'apocalypse. Parce qu'ils ont fait une théorie. Ça c'est quoi? C'est l'équivalent du Zoro Kill Kaido, du ZKK de l'époque. C'est l'équivalent du ZKK. Vous voyez? Les mecs qui ont fait la théorie du ZKK, ben leurs descendants, c'est eux qui ont fait la théorie de Néron 666. C'est historiquement, leurs descendants font des théories, des raccourcis merdiques comme eux. Étienne, et sauf si vous êtes doté d'une innocence à toute épreuve, vous devez savoir que ce nombre est également appelé celui de la bête, le symbole du démon. Je me fie pas à leurs théories bizarres, moi. Le symbole du diable. Vous l'aurez compris, il s'agissait d'une théorie de la part des chrétiens, persuadés que le lien entre le nom de Néron Caesar et le nombre 666 était tout sauf une coïncidence. Leurs descendants, je dis n'importe quoi, leurs ascendants plutôt. Leurs ancêtres, tout à fait Kintaro, leurs ascendants. Alors, ok, mais Imu dans tout ça. Eh bien, si Oda a volontairement fait le rapport entre la famille Nérona et l'empereur Néron, il y a de très grandes chances qu'il l'ait fait justement pour l'horreur qu'incarne ce personnage. Plus encore, il ne peut pas passer à côté du mythe de Néron et son lien présumé avec le diable qu'il incarnerait. Néron est roux, il avait des taches de rousseur. Ah, c'est intéressant. Il y a deux écoles dans le chat, il y en a qui me disent qu'il était brun, il y en a qui me disent qu'il était roux, tache de rousseur, les gars, faut vous mettre d'accord, hein. D'après les chrétiens, Imu serait alors bel et bien la représentation du démon, le diable, le mal incarné à l'état brut, annonciateur de la fin du monde. Pourtant, Imu est aussi une divinité. Ce n'était pas le seul secret que cachait le nom de la famille Nérona. Le japonais est une langue incroyablement riche et complexe, vous le savez déjà, mais c'est aussi un moyen pour les auteurs parlant et utilisant cette langue de cacher plusieurs sens dans un seul mot. One Piece ne s'écrit pas par exemple que de cette manière. Lorsque Barbe Blanche a déclaré que ce trésor existait bel et bien avant de mourir, c'était écrit comme ça. Nous, pauvres français, voyons la différence sans la comprendre. L'incroyable trésor caché qui connecte les gens. Les japonais, eux, y voient une grande distinction puisque Vous vous rendez compte? Les japonais, ils voient tout mieux que nous, hein. Ils ont les kanji directs, parce que nous on ne voit que le One Piece existe. Hein. Eux, ils voient l'incroyable trésor caché qui connecte les gens. Eh ben, ils arrivent à être frauduleux. Ils te font des top puissance, ils te mettent quoi, Mihawk? Top 2. Voilà. Vous vous rendez compte, les Japonais, à quel point ils sont frauduleux? Ils voient tout mieux que nous. Eux, ils ont pas de problème de y a pas de... Vous voyez? Eux, quand c'est écrit « il rivalise avec lui », c'est « il rivalise ». Vous voyez, il n'y a pas d'invention comme combat déséquilibré. Eux, ça n'existe pas. Eh ben, ils arrivent quand même à être frauduleux. C'est fascinant. La façon dont One Piece est incroyable. écrit peut être traduit et compris de plusieurs manières différentes, comme par exemple l'incroyable trésor caché qui connecte les gens. Avec ça en tête, il est possible de mieux cerner le vrai sens du grand trésor que le fils cherche tant à acquérir. Alors qu'en est-il de Nérona, écrit de cette manière en japonais? Rien de plus basique, ces katakana signifient Nérona. Ok, par contre, quand ils sont convertis en kanji, nous avons le kanji de Dieu qui apparaît. Oui, un nouveau secret se cache dans le... Vous voyez, il est là le problème, quand tu mets des épithètes n'importe comment, n'importe qui. Vous voyez, là, t'as le truc qui veut dire Dieu pour Mou. Tu dis, ah, incroyable. Mais t'as quoi? T'as Saturne, t'as Peter. T'as tous ces mecs-là, ils ont quoi? Dieu militaire, carrément. C'est pour ça que c'est moins impressionnant. Voilà pourquoi les mecs du Gorosei, ils font n'importe quoi en se mettant des blasts dans leur nom, Dieu militaire. C'est la honte, hein. Le nom faut lâcher ça au bout d'un moment. Ce titre divin. Plus que jamais, Imu est une divinité. Nous pouvons penser que c'est encore un de ces titres auto-attribués par les dragons célestes, mais la vérité serait tout autre. Imu serait véritablement un dieu totalement différent des autres usurpateurs. Le contraste les autres sont avec des clowns, Néron, hein, le diable, est alors encore plus percutant, symbolisant à la fois un dieu et un démon. Imu mélange tous les aspects du bien et du mal. Créant l'enfer dans la Terre Sainte, incarnant un démon chez les dieux, ce nom de famille qui nous est révélé aujourd'hui cache bien des secrets. Comment expliquer que le Gorosei, profitant eux-mêmes du titre de dieu militaire, ait un tel respect et une telle peur d'Imu, si ce n'est qu'Imu, en personne, est une véritable divinité au-dessus des autres. Si des entités divines et surnaturelles existent véritablement dans l'univers de One Piece, alors ce chapitre prouve à nouveau que cette entité a tous les traits pour les incarner. Au final, les coïncidences me semblent quand même assez grosses, les théories autour d'Imu sont peut-être subjectives, mais les rapports avec Néron et le nombre diabolique ou la combinaison des katakana de Nérona en dieu sont eux totalement factuels. À vous de juger et de décider. Oda a-t-il conscience de cette lecture secrète qu'il propose à travers un simple... De toute façon, quand tu vois Mou, quand tu vois la flèche en queue de diable, que tu vois tout ce qui entoure, que tu vois les mots qu'utilise Sabo, que tu vois l'opposition avec Dieu Soleil. Bon, ouais, hein, honnêtement, kanji pas kanji, moi j'y crois. Hein.
nom de famille L'opposition est réelle. parfaitement avec la représentation d'Imu ou au contraire n'est-ce qu'un pur hasard. L'horrible mu. Avant de passer à la suite, comment ne pas mentionner ce bref passage presque fondu dans la masse de toutes les révélations du chapitre. Imu demande Vivi à ses 5 doyens. Ce n'est pas vraiment une grande surprise quand on sait que Vivi avait déjà attiré l'attention d'Imu au chapitre 908 après avoir récupéré sa photo ou même simplement qu'elle est la... Incroyable. Mu veut Vivi, il a pas Vivi. Mu veut sabot, pas de sabot. Ah, c'est compliqué le GM, hein. Ah, les échecs sont nombreux. Vivi a absolument toutes les raisons d'attirer toute l'attention d'Imu. Je reste sur le possible lien que peut avoir Vivi avec Pluton. C'est ce que j'ai toujours pensé depuis le début, donc je n'ai pas envie de changer de discours, et c'est ce qui me semble le plus cohérent actuellement. Imu craignant que Vivi accomplisse la volonté de Lily et libère l'armantique Pluton qui pourrait détruire Marie-Joise. C'est un scénario cataclysmique certes, mais c'est bel et bien dans le thème de ces derniers chapitres. Cerise sur le gâteau, ce chapitre nous offre aussi l'apparition des 3 derniers séraphins manquants, ceux de Doflamingo. On y arrive les gars. Bientôt Sangarling Figureland le GOAT. Il arrive les gars, il arrive. Un peu de patience. Moria et évidemment Crocodile. Pas grand chose à rajouter si ce n'est que nous avons pour l'instant la confirmation que seuls les Shichibukai pré-ellipse sont pris en compte. Alors est-ce que ça concerne tous les Shichibukai pré-ellipse incluant Barbe Noire ou les Shichibukai originaux sans Barbe Noire pour le coup? Personnellement, je partirai pour cette option. Incroyable le plan sur Crocodile d'ailleurs. C'est unanime. Le chapitre, s'il y a bien un truc qui a mis d'accord tout le monde, c'est Crocodile. C'est le Séraphin Crocodile. Il y a un seul truc où tout le monde est d'accord. Parce que Gorosei pas d'accord, Figarland pas d'accord, Shanks pas d'accord, Mou pas d'accord. Il y a un truc, c'est le flow de Crocodile. Moi, au bout d'un moment, je vais commencer à faire que parler de flow. Hein. Tout ce qui est puissant, c'est toutes ces conneries là, tout ce qui est Figarland là. Je vais arrêter. Maintenant, je vais parler que de flow. Hein. C'est pas ce que cache son passé, mais il doit vraiment être particulier. D'ailleurs, c'est pas pour reparler de Pluton. Comme ça, on prend pas de risque. Mais on ne sait toujours pas comment Crocodile a découvert que cette arme antique était reliée à Alabasta. Il est évident que cet aspect-là du scénario doit être développé et vu la tournure que prend l'histoire, ça risque d'être bien plus tôt que prévu. En parlant d'armes antiques, déplaçons-nous sur Kamabaka et retrouvons l'intense conversation entre Ivankov, Dragon et Sabo. C'est officiellement la fin du flashback de Sabo à la rêverie et bien qu'on ait vu une grande partie de la discussion des 3 révolutionnaires dans les sujets précédents, il y en a un que j'ai volontairement éclipsé pour lui consacrer un moment à part. Je parle évidemment de l'arme ayant détruit Figarland, on veut nous. Sobrement intitulé Mother Flame. Pour récapituler les informations que nous avons eues à son sujet, Imu a souhaité l'utiliser sur Lulusia pour la première fois, prétextant que l'île était proche de Marie-Joise. Alors personnellement, je continue quand même à penser... Dragon, je veux qu'on ouvre son dossier, il ne connaît rien ou quoi. J'ai vu qu'il y a eu beaucoup de plaintes, hein. Sur Dragon, il y a eu beaucoup de ouais, Dragon, il connaît pas les armes antiques et tout, Dragon, c'est ça. Moi, honnêtement, ça ne me surprend pas. Pourquoi? Parce que Dragon, c'est avant tout un grand combattant. C'est un mec, en termes de puissance individuelle, c'est un patron. Donc, je pense que il est comme Luffy, c'est-à-dire que tout ce qui est puissance antique et tout, je dis pas qu'il n'en a pas besoin, mais il est tellement fort qu'il se dit, dans tous les cas, moi, je suis extrêmement fort. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas un amiral, ce mec-là, vous voyez? C'est pour moi, c'est l'équivalent d'un Yonko. Donc, il n'y a pas grand-chose qui peut l'effrayer en termes de personnes. Les individus ne peuvent pas l'effrayer. Bon, il pète un câble, surtout par rapport à Vegapunk, parce qu'il a créé une arme qui peut détruire des pays entiers. C'est pour ça qu'il pète un câble. Mais je pense que Dragon, il est tellement fort qu'il se dit... Voilà. Maintenant, honnêtement, qu'il connaît ses armes antiques ou pas, moi, ça ne me fait ni chaud ni froid. Il est pas au courant, il est pas au courant. Du moment qu'il est fort, c'est tout ce que je veux, moi. Moi, je valide, hein, je mange. Doutait que Sabo allait s'y rendre, ce n'est peut-être qu'une impression, mais le destin serait vraiment contre lui si Imu avait vraiment balancé un truc comme ça, absolument au pif. C'est Vegapunk qui est à l'origine de cette arme, chose que ne parvient pas à croire Ivankov, alors l'idée d'une arme antique est émise bien que Dragon n'en soit pas convaincu. Et d'après le Gorosei, l'arme ne peut pas être utilisée à tort et à D'ailleurs, c'est drôle ça, parce qu'ils sont là, ils font une discussion en mode... discussion de PMU, là, truc de comptoir, c'est une arme antique, c'est pas une arme antique, c'est mou, c'est pas mou. Et dans le même chapitre, en fait, t'as la réponse. Et je crois que c'est rare ça dans OP, hein, que t'as des gens qui ont une discussion en mode ils se posent la question, et en fait, t'as la confirmation via la personne concernée. Je pense que c'est rare. Travers, et il espère même pouvoir un jour l'invoquer comme il le souhaite. Bon, le mystère se lève un petit peu plus sur cette arme. Revenons sur le point Vegapunk, qui est très important puisque... Après, le problème des Dragons, c'est qu'encore une fois, c'est les attentes. Il y en a beaucoup, ils se disent ouais, Dragon il connaît tout, Dragon c'est ça, et du coup quand Dragon connaît pas, bon, t'as de la déception. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça le problème, c'est que des fois tu te dis, t'as des attentes pour rien. Parce qu'au final, Dragon, rien ne pouvait laisser non plus supposer très fortement que le mec connaissait tout du monde.
nous apprenons que c'est lui qui l'a créé, enfin lui ou l'un de ses satellites. C'est effectivement ce que je pense. Comme l'a dit Ivankov, qui semble d'ailleurs très bien le connaître, Vegapunk ne ferait jamais une chose pareille. Pourtant, à l'inverse, Imu confirme que cette arme a été créée par lui-même. D'un autre côté, nous avons pu découvrir que Vegapunk n'est pas seul et que tous ses satellites, bien qu'ils aient chacun une mentalité individuelle, sont aussi appelés Vegapunk. Heureusement pour nous, York est la traître de ce joyeux petit groupe de scientifiques, tout en étant en contact direct avec le Gorosei, avec qui elle partageait justement des infos sur les travaux du Vegapunk original. Bref, tout ça pour dire, Imu parlait sûrement de Vegapunk York quand Ivankov et Dragon parlaient de Vegapunk. Ensuite, quelle est cette arme? Au début, je pensais qu'il s'agissait d'une réplique d'une arme provenant de l'Ancien Royaume, vu que Vegapunk nous a révélé à son sujet qu'il était très avancé technologiquement. Sauf que j'ai un certain... C'est vrai il en a pas parlé, Vegapunk, hein, ce cachotier. Hein. Il s'est bien gardé de nous dire qu'il avait créé une arme qui pouvait détruire une île et tout. Hein. Faudrait vérifier, mais je crois pas qu'il a évoqué un truc comme ça. Et il a pas parlé, cet enfoiré. Hein. Ah, il a donné un bon truc au GM et il est chut. Ah, il a pas parlé, hein. Un doute, puisque recréer une arme de l'Ancien Royaume... Ah, pour faire des théories de merde sur les fruits. Ah, là, il est chaud, hein. Pour faire des théories, mec, c'est un scientifique et tout, on voulait des vraies révélations, mais tu fais quoi des théories? Bon. Et au final, il se casse bien de nous dire des choses, hein. On revient à avouer connaître la technologie de l'Ancien Royaume. Vous suivez? Mother Flame, le tout nom donné à cette machine de guerre, serait un aveu de la part du ou des Vegapunk qu'ils en savent beaucoup trop sur l'histoire du siècle oublié. Chose que le Vegapunk original souhaitait justement cacher. C'est pourquoi je vais rester sur l'une des principales hypothèses que j'ai évoquées lors de la review du chapitre 1060. Mother Flame ne serait donc ni plus ni moins qu'une soucoupe volante capable de détruire avec précision des îles et des royaumes. Pour le coup, je ne parviens pas à savoir s'il s'agit véritablement d'une arme antique ou que son pouvoir et son utilisation sont reliés à Uranus ou Pluton. Tellement d'éléments peuvent coller chez l'un et chez l'autre qu'on 15 minutes supplémentaires à trouver une pléthore d'arguments qui ne répondraient finalement pas à la question. Non, par contre, et ça j'en suis certain, Mother Flame n'est que la représentation d'une bombe nucléaire dans One Piece. J'aurais dû réaliser ça plus tôt, hein, je suis bête, mais la mention de Vegapunk dans sa création m'a ouvert les yeux. Le personnage de Vegapunk est inspiré d'Albert Einstein. C'est pas un peu trop fort comme arme? Ah bah si, justement. Si. Voilà pourquoi à l'époque, tout le monde disait que Im était bien trop forte. Et voilà pourquoi nous on se posait la question et on disait que c'est pas possible que Im puisse faire ça quand elle voulait ou elle voulait. Donc voilà pourquoi, bon bah finalement on était dans le vrai. Parce que c'était même pas Im et elle vient de le tester. Donc au final on était dans le vrai, on n'était pas dans le... Vous voyez, généralement t'as une action, t'es là en mode wow, tu peux être un cadeau, Im top 1 du verse, Im trop forte, Im peut faire ce qu'elle veut. Bon bah au final, notre raisonnement était le bon. Comme d'habitude, hein. On s'est basé sur l'équilibre et en se basant sur l'équilibre, encore une fois, on a eu bon. Parce que sinon, tu fais ce que tu veux, quoi. Quel intérêt de dire, ouais, les rôdes, c'est chiant, les pirates, c'est chiant. Bon, bah, fume les Yonko, hein. Scientifique de l'histoire, on lui doit énormément de choses et malheureusement, il est directement lié à la création de la bombe nucléaire. Son savoir et ses avertissements ont contribué à accélérer. Ma responsabilité dans la question de la bombe atomique se traduit par une seule intervention. J'ai écrit une lettre au président Roosevelt. Je savais le risque universel causé par la découverte de la bombe, mais les savants allemands s'acharnaient sur le même problème et avaient toutes les chances de le résoudre. J'ai donc pris mes responsabilités. Vous voyez comment il se défend? Vous voyez comment il... Oh, c'est pas moi, c'est les Allemands. Oh, je n'ai rien à voir là. Il y a eu des millions de morts. Ah, c'est pas mon problème. C'est les Allemands. Tu veux parler? Tu vas en Allemagne. J'ai rien à voir là-dedans. Mais bien sûr, Albert. Mais bien sûr. Processus de création de la bombe nucléaire chez les Américains, craignant que l'Allemagne... C'est l'excuse de l'époque, ça. C'est les Allemands. C'est pas moi. fasse de même. Peu importe, son histoire croise celle de la bombe nucléaire et c'est tout... C'est comme les mecs du Gorosei, ça. Le jour où on va venir choper Im, qu'on va la balayer, qu'on va lui enlever sa capuche et qu'on va voir sa tête, qu'on va la voir par terre, ils vont dire « Ah, c'était pas nous. C'était mou. » Oui, bien sûr, t'étais pas dedans, toi, hein. Il faut retenir, le véritable Vegapunk n'aurait alors jamais créé volontairement une telle arme. York, cependant, aurait parfaitement pu mettre les connaissances du plus grand scientifique du monde à disposition du gouvernement mondial afin qu'il puisse créer une arme de destruction massive, ce qui expliquerait les paroles du Gorosei, sous-entendant qu'ils ne peuvent utiliser à leur convenance cette arme car l'énergie nucléaire déployée est rare et coûteuse. Cette théorie expliquerait alors l'ombre dans le ciel qui ne serait ni plus ni moins qu'un moyen d'invoquer cette puissance nucléaire depuis les airs, exactement comme les bombes larguées depuis les avions. Oda intégrerait alors un nouveau fléau de notre monde après les dérèglements climatiques d'Alabasta, les dangers de l'industrialisation sur Wano Kuni, voici que les dérives du monde scientifique seraient mises en avant.
Et pour ça, quel autre arc qu'Egghead pourrait mieux traiter le sujet? Egghead. Cette fin de chapitre, le dernier avant plus d'un mois, signe l'apparition officielle d'un des membres des Chevaliers Divins. On y est les gars, tout le monde debout s'il vous plaît. Tout le monde debout, un tonnerre d'applaudissements pour le GOAT, a.k.a. Pour l'existence, mais surtout la hype nous a été révélée récemment. Saint-Garling 83. C'est en effet Figarland, Figarland, leader des Chevaliers Saint-Garling, Fingerland. Divins, mais également ancien Non, on veut des cheveux rouges nous. roi de God Valley qui se dévoile sous nos yeux. Il s'est occupé de l'exécution de Saint. Il est là, l'homme qui a écourté la vie bien trop longue de l'horrible Don Quichotte Musgard. Don Quichotte Musgard. Ordonné suite à l'aide que ce dernier a offert aux attaquants de Carlos. Ils pensent qu'ils peuvent venir chez les gens et les taper comme ça. Non mais franchement les gars. Après ils vont venir faire la morale. Ah, Saint-Garling. Ouais, Saint-Garling, pourquoi tu fais ça? Oh les gars, tu peux être sérieux. Alors les gars, applaudissons-nous. Si voilà, on applaudit. Voilà exactement. Ne m'a malheureusement pas fait briller au niveau des théories. Cette fin de chapitre nous fait un sauvetage miraculeux façon Rocket League, digne des plus grands. En effet, on applaudit, il veut pas qu'on applaudisse Saint-Garling, mais c'est pas grave. Moi je vous demande d'applaudir Saint-Garling. Et pas moins de 2 théories qui se sont confirmées ici même. Le leader des Chevaliers Divins est un Fingerland et Musgard va se faire exécuter. Oui, bon, écoutez, on se satisfait comme on peut, hein, mais vous allez voir, c'est giga intéressant. Donc commençons par la première théorie validée. Le leader des Chevaliers Divins est un Fingerland et peut-être aussi le père de Shanks. C'était le mois dernier et effectivement, une grande partie se confirme aujourd'hui. La révélation de Garling et son affiliation au Figarland laisse alors sous-entendre un étonnant lien de famille avec Shanks le Roux qui ferait lui-même partie de cette famille. Petit rappel, mais c'est dans le film. Qu'est-ce qu'il a dit? Lien de famille avec Shanks le Roux qui ferait lui-même partie de cette famille. Voilà, qui ferait lui-même. Vous voyez la nuance? Vous voyez comment il est nuancé? Qui ferait partie. Il ne fait pas partie, il ferait partie. Il suppose que Shanks serait de la famille. C'est pas pareil, hein. C'est pas pareil. Rappel, mais c'est Tu peux pas venir dire ouais c'est confirmé. On n'a pas eu un encadré en gros avec écrit père de Shanks. Hein. One Piece Red, sorti en salle l'année dernière, que nous lecteurs avons pu découvrir avec un plaisir plutôt modéré. Koda avait décidé d'indiquer le nom de la famille de Shanks en dehors du manga lui-même. Le Gorosei, pensant qu'Uta était la fille biologique de Shanks, pensait également qu'elle faisait partie de la famille Figarland. Moi je pense qu'il y a une douille dedans. Encore une fois, il y a vraiment une douille. Tu peux pas avoir la vraie révélation sur la famille de Shanks dans un film comme ça, c'est pas possible. Tu peux avoir un indice. Mais tu peux pas avoir la vraie révélation. Ça, je refuse d'y croire, c'est pas possible. On me fera pas croire que c'est un Fingerland, son père c'est le Fingerland, on l'a vu, non. Fingerland. Mais moi je dis Fingerland maintenant, que ce deux là. Bon, c'est pas grave, je continuerai à dire Fingerland maintenant. Tu me feras pas croire que c'est juste un Fingerland et qu'on voit son père. Non, pour moi, ça peut être sa mère. Sa mère, ça peut être une Fingerland, mais pas que. Vous voyez? Elle est là la nuance. C'est que ça peut être un Fingerland, je vais arrêter de dire avec Finger. Ça peut être un Figarland, mais pas que. Vous voyez, on peut avoir un Roxy. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, tu auras un vrai mélange. Là, tu auras un truc intéressant. Parce qu'au fond, c'est un Figarland. Ok, allez, disons, après un mois de pause, ok, on revoit Shanks, c'est écrit Shanks, Figarland. Son père, c'est le très grand Garling Figarland et sa mère, c'est une Figarland. Ok, on était au courant depuis le film. Et ensuite, c'est tout? Non, alors que si, vous voyez l'intérêt du truc, c'est qu'après, t'as la révélation. Rox dit, vous voyez, ça c'est intéressant, ça c'est One Piece. One Piece c'est pas dans un film on te dit c'est un Figarland, et après boum, son père c'est Figarland, sa mère c'est Figarland. On verra bien.